Bonsoir. Au cours de ces 2 derniers mois, les Marocains ont vécu au rythme de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Hajar. Relation consentie entre 2 adultes, avortement, pas avortement, là n'est plus le sujet depuis la grâce royale. Affaire classée en conséquence. Mais le débat des libertés individuelles et de la protection de la vie privée n'en continue pas moins. Il porte en fait sur l'ensemble de la réforme du Code pénal, précisément portée depuis le 29 octobre par une institution constitutionnelle, le Conseil national des droits de l'homme. Un mémorandum qui ne fait pas plaisir à tout le monde. Une thématique sociétale qu'on essaiera de démêler autant que faire se peut. On ira ensuite en Irak, où, depuis début octobre, les Irakiens, qui en ont plus que ras-le-bol, veulent un changement de régime dominé par les chiites. On imagine que derrière ce soulèvement, qui se justifie plus qu'amplement par l'état des lieux économiques et sociaux, se font et se défendent des enjeux stratégiques et géopolitiques. Pas très loin de là, les Libanais poursuivent leur mouvement et n'en démordent pas, en dépit de la démission de Saad Hariri et de quelques concessions du pouvoir. Encore, ils scandent « on ne va pas reprendre les mêmes et recommencer ». Pour nous éclairer avec nous, Mohamed Saïd Tahiri, membre fondateur de l'association Citoyens du Maroc, Hassan Alaoui, directeur de la publication le mensuel Le Maroc diplomatique, et Nouzha Skli, ancien ministre et présidente de l'association Awal Hurriyet. Ce n'est pas par manque de galanterie que je vous ai laissé en dernier lieu, mais à tout seigneur, tout honneur. Je vais commencer par vous. Awal Hurriyet, c'est quoi? Bien, merci d'abord pour l'invitation. Effectivement, Awal Hurriyet, c'est une association que j'ai créée avec un ensemble de personnalités engagées pour les droits humains et pour les libertés. Et nous avons appelé notre association Awal Hurriyet parce que Awal signifie, Amazighiya signifie parole, donc c'est pour la libération de la parole. C'est une prononciation d'Aqwal. Peut-être. Amazighiya, Awal, ça veut dire le klem. Oui. On a besoin des paroles pour justement dans les sujets tabous de la société, parce qu'on a une constitution très très avancée en matière de liberté et de droit, mais il y a beaucoup de tabous dans la société qui ne nous permettent pas suffisamment de débattre sur les sujets de société. Donc notre objectif, c'est de créer des débats publics sur les questions relatives aux droits humains, aux libertés et à la démocratie, à la citoyenneté. Donc on imagine que dans ce débat sur la réforme du Code pénal, des libertés individuelles, vous êtes engagé à fond. On aspire à fond à être partie prenante de la sensibilisation de la population. Que vous inspire le CNDH et son mémorandum? Écoutez, le CNDH est parfaitement dans son rôle aujourd'hui d'apporter des recommandations et des propositions aux législateurs pour être justement en phase avec cette constitution qui est très en avance par rapport à ces libertés individuelles. L'article 24 est très clair, il stipule effectivement que les libertés individuelles doivent être protégées. Est-ce que les règles en vigueur qui se pratiquent aujourd'hui, est-ce que le Code pénal répond aujourd'hui à cette attente de la population marocaine? Il y a des précisions, il y a des apports, il y a des recommandations que le CNDH a fait sur un certain nombre de points sur lesquels nous reviendrons dans les prochaines minutes, et qui apportent, si effectivement nous arrivons au terme du circuit législatif, qui apporteront une avancée certaine à notre évolution démocratique. En phase avec la Constitution, en phase avec la société? Je ne sais pas. Pour moi, je reste prudent, franchement. Parce que, bien sûr, ce n'est qu'un mémorandum, c'est-à-dire, même si l'institution est très justifiée pour le faire, la personne qui dirige l'institution est très, très avertie sur ce genre de choses et tout, impliquée. Mais il y a quand même une certaine cacophonie qui marque un petit peu ce débat, qui ne fait que commencer, qui va promettre d'être à la fois chaud, intense et, j'espère, contradictoire, parce que c'est avec un débat contradictoire qu'on avance un petit peu. Et aujourd'hui, il faut quand même souligner que nous n'en sommes peut-être pas là encore, mais c'est un débat qui divise la société, qui va diviser la société, certainement, parce que les forces conservatrices
et les forces modernistes sont à l'affût aujourd'hui pour la date, je crois que c'est le 29 pour proposer les dernières, les dernières lignes. Et bien sûr, les deux chambres vont se saisir de ce sujet. Et je ne sais pas comment on peut évidemment imaginer une sortie tout de suite comme si c'était une lettre à la poste. Ça va être très, très, très difficile. C'est pour ça que je reste un peu réticent. Parce qu'il y a quand même, les thématiques sont là. C'est un texte courageux, ce mémorandum. C'est audacieux, c'est inimaginable pour certains. Je crois que certains même ont parlé de révolution, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je regarde, je reste un petit peu comme si je surveillais le lait sur le feu. L'expectative. Et tout à fait. Et évidemment, j'attends un petit peu que le Parlement, avec ses deux chambres, se saisisse du problème et que un débat serein commence. Quand on voit le volume de travail qui a été fourni pour préparer ce mémorandum et tous les points, parce que ça ne concerne pas, parce qu'on va encore une fois essayer de focaliser sur un point pour faire dévier le débat de sa largeur et de sa profondeur, et pour peut-être ne focaliser que sur l'avortement ou sur les relations sexuelles librement consenties entre adultes, etc. Ce volume de travail qui touche la disparition forcée, qui touche la peine capitale, qui touche bien d'autres sujets, et il ne date pas d'aujourd'hui, il a été préparé il y a des mois déjà. Moi, je tiens d'abord à saluer l'effort du CNDH et de sa nouvelle présidente, Mme Amina Bouayesh. Et c'est un bon travail qui a été fourni, mais je tiens à dire que c'est pas un problème, ce ne sont pas des problèmes qui sont nouveaux. Nous avons la Constitution marocaine qui porte des engagements très haut placés en matière de droits humains, de liberté, et qui nous fait obligation d'adapter notre législation avec les conventions internationales qui ont été signées par le Maroc. Donc nous sommes dans le cadre d'une obligation morale à l'égard de notre Constitution, mais il n'y a pas que ça. Il y a au niveau international aussi, il y a un processus dans lequel le Maroc est engagé. Il y a l'examen universel, périodique universel, qui a eu lieu en 2017, et dans lequel on a eu 244 recommandations du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Alors le Maroc a répondu. À ce moment-là, il a rejeté 44 parmi ces 244 recommandations, ce qui est énorme, sachant qu'en 2012, c'est-à-dire 5 ans avant, il n'y avait eu que 8 recommandations qui avaient été rejetées. Et parmi les recommandations figurent ces problématiques des relations consenties. Il faut qu'on explique pourquoi. Il ne faut pas simplement qu'on dise est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, et la société elle est pour, et la société elle est contre. Non, il faut qu'on explique. Parce que ça ne signifie pas de dire dépénaliser les relations sexuelles hors mariage. Ça ne signifie pas qu'on va appeler... Précisément, cette façon de mêler un sujet brûlant, chaud, qui pose toujours problème à d'autres réformes, n'est pas une façon de nuire à ces réformes. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus, et je pose la question 3, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux peut-être de séparer cette question, entre guillemets, tabou, qui est l'avortement, la liberté d'avortement, la liberté des relations entre adultes consentis, etc., des autres problèmes qui aussi relèvent de l'urgence et qui concernent tout aussi bien les droits de l'homme. Écoutez, sur la question de l'avortement, laissez-moi, s'il vous plaît, exprimer ma colère sur ce sujet, parce que ce sujet ne date pas d'aujourd'hui, il est très ancien. Et il y a eu une montée, si on veut, de la revendication, une montée des explications, etc., qui ont fait qu'il y a eu un processus engagé par Sa Majesté le Roi depuis maintenant plus de 4 ans et qui a fait des concertations tout azimut, y compris à travers le CNDH, et qui est sorti avec des recommandations et qui n'a pas été prise en compte. Non, mais comprenez, suffisamment. Aujourd'hui, moi, excusez-moi, je tiens à marquer les responsabilités. Il y a la responsabilité du gouvernement et du Parlement. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore sorti ces lois? Oui, ça, pourquoi est-ce qu'on les a pas encore on y reviendra. Restons aujourd'hui pour savoir de l'efficience et l'efficacité de l'action du CNDH et tout autour du CNDH, toutes les forces modernistes, appelons-les comme ça, qui veulent porter ces libertés vers leur reconnaissance.
Si je pose une question, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de séparer et de dissocier? Laissez-moi terminer ma question et je reviendrai vers vous plus tard. Parce qu'on a vu le chef du gouvernement. Parce qu'il y a le code pénal qui est en discussion. S'il vous plaît, il y a le code pénal, je termine. On a vu le chef du gouvernement, il a dit, devant le Conseil national de son parti, le PJD, il s'agit d'un débat clos après le consensus national trouvé en 2015 et on ne veut pas revenir là-dessus. Déjà, on voit qu'on veut focaliser tout le débat sur un point qui crée problème, qui peut poser problème à la société, à la Constitution, c'est Tahiri. Écoutez, le débat ne peut pas être clos déjà, parce que le débat ne fait que devenir ouvert. Le débat est ouvert aujourd'hui par ses recommandations, par ses propositions. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de continuer sur un débat entre on est pour l'avortement ou pas pour l'avortement. Le débat n'est pas là. Aujourd'hui, avec ces recommandations, nous arrivons à un moment où nous disons qu'il faut légiférer sur ces questions-là. Regardez ce qui s'est passé au niveau de la société civile où certains ont légitimisé le fait d'être hors la loi. Ça ne peut pas être possible dans un État qui respecte les institutions, qui respecte la Constitution. Donc il faut aujourd'hui qu'il y ait une harmonisation entre nos lois, entre nos conventions et celles qui sont prévues par la Constitution et celles qui sont prévues par les conventions internationales dont le Maroc est signataire. C'est aujourd'hui une obligation d'un État moderniste qui se respecte et qui veut respecter l'environnement dans lequel il agit. Donc le débat n'est certainement pas clos, il ne fait qu'être ouvert. Une phrase. Une phrase, moi je dis que c'est très grave la déclaration du chef de gouvernement, parce qu'en tant que chef de l'exécutif, il confisque le droit des parlementaires à débattre et à prendre la décision. Qui êtes-vous, monsieur le chef du gouvernement, pour interdire aux parlementaires de débattre et de prendre l'avis qui leur paraît être le bon? Vous n'avez pas le droit, votre pouvoir en tant que chef de l'exécutif n'inclut pas la même sur le Parlement. Moi, je serais parlementaire, Attention, il était en train de parler en tant que chef de parti, devant le Conseil national de son parti. Il ne s'exprimait pas en tant que chef du gouvernement. Vous me direz que la frontière est limite. Il est limite, mais c'est son droit. On va voir son groupe s'agiter dans la Chambre pour empêcher. D'ailleurs, c'est l'un des éléments qui empêche que la réforme de 2015, déjà, ne voit pas encore le jour. Hassan Alaoui. Tout à fait. Moi, je vois dans tous ces faits que vous êtes en train de soulever, ce sont des séquences, en fait. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le débat profond, parce que le Maroc est arrivé, il y a une étape aujourd'hui, avec les avancées, j'allais dire, réalisées par ailleurs au niveau économique, politique, institutionnel, et bien sûr, grâce à Sa Majesté, les choses en avancent plus vite à ce niveau-là qu'en ce qui concerne un petit peu l'évolution, j'allais dire, sociétale. Donc, il y a un retard, il y a un décalage. Aujourd'hui, ceux qui ont la responsabilité, Mme Srli l'a souligné, esquivent, veulent en tout cas esquiver ou fourvoient le peuple. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne sont pas prêts entre eux-mêmes. Il y a des gens à l'intérieur même de cette fameuse commission qui n'acceptent pas un petit peu, si vous voulez, les nouveaux paramètres de la réforme et les avancées. Donc, ils s'y opposeront. Alors aujourd'hui, comme je disais, il faut s'attendre à un débat très très violent parce que c'est justement le fond sociétal qui va être impliqué et concerné. Vous croyez qu'on va revivre la confrontation du plan de l'intégration de la femme dans le développement qu'on a vécu au début des années 2000? 2004, la réforme du code pénal avait soulevé, mais on avait des sages qui avaient Non, je parle du plan d'intégration, c'est-à-dire au moment où on a eu la manifestation de Casablanca et la manifestation de Rabat, où deux composantes essentielles de la société marocaine, les conservateurs, les islamo-conservateurs et les modernistes progressistes de l'autre côté. Les uns ont manifesté à Casablanca, les autres brandissant leur voile, l'autre ont brandi leur drapeau à Rabat. Mais bon, finalement, c'est le souverain qui avait tranché ce débat. Est-ce que vous croyez qu'on peut revivre le même débat le même débat aujourd'hui? Tout est possible, mais le signal nous a été quand même donné dernièrement
par Sa Majesté, c'est-à-dire par la libération de Hajar, puisqu'il faut revenir à cette affaire. C'est elle le déclencheur qui a précipité un petit peu. Mais il ne l'a pas absous. Comment il a? C'est une grâce Ouais. qui n'absout pas le péché. Bien sûr que non. C'est Naturellement. Amir Mouminin qui a Bien sûr agi. que non. Mais Si vous permettez, le message est très très fort. Aujourd'hui, effectivement, il ne l'a pas absous parce qu'il y a des lois. Et le souverain est le garant du respect des lois. C'est ça. Et donc, ça ne pouvait pas se faire de cette manière. Mais effectivement, il a donné un message très fort pour dire qu'il faut que ces lois soient en harmonie avec notre Constitution. Et c'est peut-être ça le message qu'il aurait fallu regarder dans cette grâce. Et certainement, ça ne clôt pas le débat. Maintenant, de grâce, s'il vous plaît, ne nous arrêtons pas au niveau de ce mémorandum du CNDH à cette question de l'IVG, parce qu'elle n'est pas la seule Mais c'est ce qu'on essaie de nous faire. et l'unique recommandation. Il y a des recommandations qui sont très très fortes. Par exemple, Je parle de la torture, des recommandations pour la lutte contre la torture, où on introduit une notion et un concept qui est important, celui de la non-prescription, celui de la non-dénonciation. Le rapport crimes, du responsable un responsable qui est informé de tortures réalisées par ses subordonnés ne peut pas être absous, justement. Et inversement, le subordonné qui exécute l'ordre d'un supérieur n'est pas absous. Il ne devrait pas être absous. Sous le prétexte de dire que j'ai reçu un ordre de mon supérieur, vous ne pouvez pas exécuter des choses qui sont en contradiction avec ce qui doit être fait avec la loi. Non, ce sont des concepts très importants qui sont apportés par ce mémorandum. C'est très important la question de la torture, effectivement, mais la question de la torture ne va pas provoquer une polémique sur le plan sociétal. Tout le monde va être d'accord. Parce qu'on va s'intéresser sur des questions qui intéressent l'opinion publique. Non, excusez-moi, je ne vous ai pas interrompu. Ce que je dis, c'est que les problèmes de société sont très importants. Ce n'est pas des problèmes marginaux. Ce sont des problèmes graves. Notre jeunesse, elle souffre. Plus grave que la peine capitale. Laissez-moi terminer sur la question des libertés individuelles. Vous savez, je dis les sujets tabous. La question de la frustration sexuelle des jeunes, le recul de l'âge du mariage, à 32 ans maintenant pour les hommes, et à 26 ans pour les filles, les difficultés économiques qu'ont les jeunes pour se marier, le pourcentage de gens qui restent célibataires jusqu'à l'âge de 50 ans. Tout ça crée une réalité sociale qui nous dépasse et dans laquelle nous sommes tenus de légiférer. Franchement, sur ce point, vous croyez vraiment qu'il y a de la frustration sexuelle au Maroc? Elle est énorme. Parlez aux jeunes, ils ne peuvent pas vous parler de ça parce que c'est tabou. Vous ne croyez pas qu'il y a beaucoup de liberté dans les relations entre les deux sexes au Maroc? Aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers de jeunes qui souffrent. Il ne faut pas confondre le mariage avec la liberté des relations. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Quand on parle de dépénalisation des relations sexuelles hors mariage, on ne dit pas on encourage les gens à aller avoir une relation. On encourage les gens à se marier, à avoir une morale conforme à leurs idées, conforme à leurs croyances, conforme à leur culture, etc. Mais la loi n'a pas à s'ingérer dans des choses qui sont de l'ordre de l'intime. La loi n'a pas le droit de s'ingérer dans les choses qui sont personnelles. Par exemple, la pratique religieuse, la pratique religieuse, c'est individuel, ça ne doit pas être sanctionné par la loi. Vous n'êtes pas la seule à soutenir. Il y a une bonne partie de Marocains qui soutiennent ce que vous dites. Et peut-être on est autour de cette table nombreux à y figurer. Maintenant, ce que je vous dis, de l'autre côté, il y a d'autres gens qui composent également, qui font partie de cette société, qui ont un autre point de vue, c'est-à-dire un peu plus retenu. D'accord, je vais dire une chose. Aujourd'hui, on nous raconte que la société marocaine est une société conservatrice. Et moi, je vous dis que c'est faux. Parce que la pratique des Marocains et des Marocaines, c'est une pratique d'ouverture, une pratique de modernité. Donc vous revenez à ce que je disais tout à l'heure. Mais je vais dire une chose, c'est que nous devons revenir à la question de la démocratie, à la faible participation électorale, qui fait que les 3/4 des Marocaines et des Marocains n'ont pas voté, et qu'aujourd'hui, la minorité qui nous dirige et qui est censée être issue des urnes,
elle ne représente qu'une faible partie de la D'accord. société. Beaucoup plus Hassan. conservatrice que le reste de la société, parce qu'il n'y a qu'à voir le Hassan. taux de polygamie chez Voilà. les élus parlementaires par rapport à la société Hassan. pour se Moi, rendre compte que c'est pas la réalité. je vous dis encore que tout ce dont vous parlez, ce sont des petites séquences, en fait, qui fleurissent sur un fond, sur une réalité sociale très, très importante qui est aujourd'hui, on doit aller dans le sens du progrès, on doit aller dans le sens de la grande réforme, mais bien sûr, avec, si vous permettez, des pincettes quand même, parce qu'on ne peut pas tout bouleverser d'un coup, n'est-ce pas? On n'est pas... Nous sommes... Le Maroc, c'est simplement une soixantaine d'années peut-être d'indépendance et de liberté, mais des libertés conquises au prix de grandes souffrances, etc., etc. Et donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de bouleverser un petit peu l'échiquier, la morale, tout ce que... La morale, on ne touche pas à la morale. Là, je veux dire, madame, moi je sais, je suis d'accord avec Non vous. plus, ne vous a pas interrompu. Je suis d'accord avec vous, madame. Ce qu'il faut, c'est effectivement aller dans le débat avec sérénité, en avançant petit à petit, parce qu'il y a quand même des choses qu'on ne peut pas... Par exemple, le texte, il propose la libération, je veux dire, la dépénalisation de l'homosexualité. Est-ce qu'une société comme la nôtre aujourd'hui est capable d'accepter ça tout de suite? C'est pas possible. C'est pour ça que ça risque. Je vous disais que le mémorandum risque d'être Vous avez un posé petit une peu... question, Hassan. Oui. On va laisser Setairi En tous les répondre. cas, le débat est ouvert. Vous savez, le mémorandum du CNDH, ce n'est pas quelque chose qui est écrit sur le marbre. Ce n'est pas quelque chose qui est clairement... c'est pas une obligation. Il va être C'est des retenu à propositions. 100%. Il peut être retenu à 100%. Je ne crois pas qu'il le soit à 100%. Mais en tous les cas, il permet, si vous permettez à Moulay Hassan, il permet d'ouvrir un débat et un échange au niveau de la société. Vous savez, rien que le fait, je reviens à cette question. C'est un débat qui a question, été ouvert, qui l'ouvre aujourd'hui de manière officielle, et la balle est chez le législateur, elle est chez le... Vous savez, on a parlé de... Je reviens à cette question de l'IVG malgré moi, le fait de rajouter... C'est ce que je craignais au début. Le fait de rajouter le risque de santé mentale et le risque de santé sociale à cette question du risque de santé, ce sont effectivement des recommandations de l'OMS. Donc on est en train de demander aux législateurs d'être en phase et en harmonie avec les conventions internationales dont nous sommes signataires et en fonction avec une constitution qui est déjà très en avance par rapport à ce qui se pratique aujourd'hui dans notre société. Nous avons quand même nos spécificités qu'il faut absolument ménager. C'est clair. N'est-ce pas? On ne peut pas aller de l'avant comme ça aveuglement. Il y a des choses qui se font. On n'importe pas si ici vous les modèles. permettez, si je peux en placer une. Oui. C'est ce que je craignais au début. J'ai dit, est-ce qu'on ne va pas risquer de se focaliser sur 1 ou 2 points de ce mémorandum qui en comporte, j'ai compté à peu près une trentaine ou une quarantaine de recommandations concernant divers sujets. Et tout à l'heure, Zasreli, vous me parliez qu'il y avait un point qui vous tenait à cœur, que c'était la peine capitale. Est-ce que vous êtes pour l'abolition de la peine capitale et pourquoi? Et est-ce que vous croyez que c'est aujourd'hui, alors qu'il y a un moratoire, c'est un sujet prioritaire? Écoutez, oui, c'est un sujet prioritaire parce que le Maroc fait partie d'un monde dans lequel les 2/3 des pays du monde ont aboli cette peine de mort, qui est une peine incompatible avec l'évolution civilisationnelle et humanitaire de la société. Et la preuve en est, moi je veux vous dire, le Maroc, c'est un pays abolitionniste, de fait. Abolitionniste de fait. Donc ça fait, on n'a pas exécuté depuis 26 ans ou 27 ans, depuis 1993. Dans cette première partie, je vous laisse terminer. Bien justement, donc aujourd'hui, moi je crois qu'il y a Sa Majesté le Roi avait salué tous les efforts qui étaient faits dans le sens de l'abolition. Il nous a donné un signal extraordinaire à la fête du trône en donnant l'amnistie à 31 personnes qui étaient condamnées à mort, en transformant leur peine. Toutes les, Donc, mais cette fois-ci, le nombre était particulièrement important. Donc je crois qu'aujourd'hui, le débat est avancé. Il y a beaucoup de forces politiques qui sont en faveur de l'abolition. On a un parti qui refuse. Bien sûr, on est dans une société de la diversité. Vous savez, avec ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas, et nous assistons chaque jour, notamment les violations
contre les femmes qui sont aggravées, les meurtres successifs, les opérations vraiment de terrorisme et tout ça. Et la question se pose aujourd'hui, faut-il vraiment abolir la peine de mort? Le débat, il faut quand même l'ouvrir un Hassan, jour. tu conclus une phrase, s'il te plaît, on revient. OK. Donc, cette première partie est terminée. On reviendra, on prendra un petit bout de temps sur la deuxième partie pour achever ce débat. Enfin, l'achever, c'est une prétention et c'est prétentieux. Essayer d'avancer un peu. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. À tout de suite. Bonsoir. Comme vous l'avez vu, on avait un débat, comme on le craignait, enfin, comme on l'espérait aussi, assez passionné et donc passionnant autour du mémorandum du CNDH. On n'a pas la prétention de l'épuiser aujourd'hui ou ce soir. On y reviendra. Donc, on va faire un tour de table. Il y a peut-être des compléments parce que c'est quand même 40 points, 40 recommandations. Ce n'est pas possible de les terminer comme ça. Nisa. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'à l'heure actuelle, notre code pénal, il est hors la loi. Parce qu'on parle de hors la loi, notre code pénal, il est hors la loi. C'est la première fois que je vois quelqu'un mettre un code pénal hors la loi. Hors la loi, parce que nous avons une loi suprême dans le pays qui s'appelle la Constitution et dans lequel le peuple marocain doit il est inconstitutionnel. Il est hors la loi suprême, c'est-à-dire il est inconstitutionnel si vous voulez. Est-ce que vous pouvez... Aujourd'hui, nous sommes... Il y a un conseil constitutionnel pour dire ça. Moi, je pense, c'est mon point de vue, je ne suis pas président de la Cour constitutionnelle, mais ce que je dis, c'est que le Code pénal est en contradiction avec les engagements de la Constitution et avec les engagements internationaux du Maroc. Parfait. Et qu'aujourd'hui, nous sommes tenus nous avons un de faire code pénal l'adéquation, hors la loi, hors c'est-à-dire constitution. le viol conjugal, pénaliser le viol conjugal, redéfinir le viol, redéfinir les dispositions relatives à la violence à l'égard des femmes, mais aussi abolir la peine de mort et la assurer torture, les libertés, etc. les libertés individuelles, tous les points qui dépénaliser les relations. Je vous promets qu'on reviendra sur ce. Je vous promets qu'on reviendra bientôt sur ce sujet parce que le débat ne fait que commencer. D'accord. Hassan. Moi, je pense que je prends l'exemple d'un livre et ce mémorandum, un petit peu de 40 recommandations, c'est effectivement un livre qu'on va commencer à lire et en fin de compte, à la fin du parcours, on va, je veux dire, il y a à prendre et à laisser jusque-là, parce qu'on ne peut pas tout prendre d'un bloc ou tout rejeter d'un bloc, évidemment. On va voir comment évolueront un petit peu les échanges, j'insiste, contradictoires, et puis surtout la volonté d'aller jusqu'au bout pour, évidemment, adopter un texte qui soit consensuel. C'est le mot, malheureusement, à la mode, mais c'est comme ça. Voilà. Moi, je dis que tout débat est bon à prendre. Et le fait d'officialiser effectivement ce débat, de le mettre entre les mains du législateur est très bon. Ça nous permettra d'enrichir avec ce qui est bon dans ce livre, avec les bonnes recommandations, de les mettre en place, de les discuter et de statuer et de venir en harmonisation. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est hors la loi, qu'on est constitutionnel, mais il faut être en harmonie avec cette constitution et sans aller jusqu'à la peine capitale. J'aimerais quand même revenir sur un point qui me semble... Moi, je vous dis la peine capitale, je le dirai plus, terminé. Moi, il y a un point qui me semble également fondamental, c'est ces recommandations liées à toute forme de violence et où certains aujourd'hui, sous le prétexte de la liberté d'expression, peuvent se permettre des appels à la haine, des appels à la violence. Cette violence ne peut pas être permise dans un pays qui respecte ses institutions, qui respecte sa réglementation. Et donc, il faut qu'il y ait un cadre législatif. Et dans l'absence de cadre légal, tout peut être permis. Et c'est effectivement le rôle de ce mémorandum. Moi, il me reste à dire, je crois que je me situe dans le clan, par moi-même, dans le clan des modernistes et de la modernité. Pourtant, je vais vous le dire franchement, la question de l'avortement, la question de la peine capitale me pose problème. C'est un débat que je n'arrive pas encore à trancher avec moi et moi-même. Tout à fait. Donc, c'est un débat qui reste ouvert, c'est des sujets très délicats, on aura l'occasion d'y revenir. On va aller voir un peu ce qui se passe en Irak, et j'espère que Nzasqli sera toujours aussi passionné pour nous dire que veut le peuple irakien. Mais écoutez, si vous parlez de l'Irak et vous parlez du Liban, on peut dire qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de pays
dans lequel ça bouillonne. Oui. On peut parler de Hong Kong, on peut parler de l'Algérie, on peut parler du Chili, on peut de la parler France. de la France avec les Gilets jaunes, avec les indignés, enfin avec tous ces mouvements de contestation qui ont comme point commun... Sauf que l'Irak et le Il y a des Liban- morts. Il y a des morts. Il y a des morts au Chili aussi. Et non, c'est-à-dire, il y a des spécificités qui relèvent de la géopolitique et du jeu des puissances dans la région. Parce que là, c'est le Tout à fait, Moyen-Orient, parce que c'est la l'Irak, poudrière. la situation en Irak est le fruit de l'intervention américaine dans le temps qui avait intervenu. Alors, qu'est-ce qui se passe La aujourd'hui en guerre, Irak sous prétexte des armes de destruction massive, etc., qui se sont avérées être une aberration. Donc moi, je dis le point commun entre l'Irak et le Liban, c'est l'aspiration à une vraie démocratie et qu'on en a assez de ces accords multiconfessionnels, etc., qui partagent en fait le pouvoir entre différentes composantes ethnies ou différentes religions et qui en fait bloquent le système démocratique. Il faut un système démocratique ouvert, basé sur des valeurs et non pas simplement sur des partages de pouvoir. confessionnels. Et aujourd'hui, le peuple irakien, aussi bien que le peuple libanais, sont dans la rue pour dire ça suffit. Pour le Liban, je vous on ne veut plus conseille- des partis politiques, on ne veut plus de Pour le Liban, je vous conseille d'aller chercher sur les réseaux une vidéo de Majda Roumi, la chanteuse, une vidéo poignante. Ah oui, d'accord, je le ferai Poignante avec sur plaisir. le Liban. C'est-à-dire, que je peux résumer aujourd'hui, où il crie un cri de cœur. Et il avait la gorge nouée, où il dit « Laissez-nous vivre ». Il parle aux politiciens. Bon, Hassan Alaoui, Alors, moi, je pose ma question d'abord. Je voudrais savoir, pour l'Irak, accessoirement pour le Liban. Bon, évidemment, il y a le ras-le-bol, il y a les conditions sociales. C'est un peuple qui souffre depuis 1992, depuis l'embargo, depuis la première guerre du Golfe, puis la deuxième guerre, puis que c'est un pays qui a été détruit, que les gens sont dans un état désastreux. Et aujourd'hui, il y a un soulèvement. Et on subodore que derrière ce soulèvement, il y a des enjeux stratégiques où on voit, parce qu'il y a un pouvoir chiite qui a été amené dans les bagages des troupes américaines et installées, sachant que l'Irak est à majorité chiite. Et qu'aujourd'hui, on a un relent de sunnisme qui se révolte. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu en direction de l'isolement de l'Iran? vous savez que l'Irak, c'est un pays déstructuré dès le départ. Depuis même, je veux dire, les années 40 ou 50, je ne sais pas si vous lisez un livre de Pierre Rossi, qui connaissait très bien. C'est un pays tribal, n'est-ce pas? Et il se trouve que c'était, jusqu'à il y a quelque temps, la troisième puissance pétrolière du monde, n'est-ce pas? L'Irak produit à peu près entre 12 et 15% de la production mondiale. C'est pour ça que Walter Bush s'est précipité pour l'envahir sans preuve, comme a dit Mme Scully, rien. L'histoire des ADM, c'est faux, tout ça c'est faux. C'est ce qui a provoqué la réaction de Chirac. Chirac, parce il avait une relation intime avec Saddam, et tous les Français connaissaient très 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 bien l'Irak, donc ils se sont opposés à cette guerre. Mais finalement, nous sommes en train de vivre encore le rééclatement de l'Irak comme avant. Je veux dire, c'est un pays d'épée, comme on dit, de sang. Les coups d'État que vous connaissez, tout ça, le maréchal Qassem et tout ça, l'arrivée un petit peu de... Oui, l'assassinat de Faisal, le roi et tout Faisal. ça. Et donc aujourd'hui, on est en train de revivre la même chose, sauf qu'aujourd'hui... Est-ce qu'on est toujours dans la suite des accords de Sykes-Picot? Toujours, bien sûr. Donc, d'une certaine manière, on est dans la poursuite des accords de Sykes-Picot, qui avait été le partage entre l'Angleterre, l'Empire anglais et l'Empire britannique et l'Empire français, un peu du monde et surtout de cette région. C'est Tahiri. Écoutez, j'aimerais d'abord revenir sur cette question de pays tribal. Toute cette région est tribale aujourd'hui, mais ce sont des tribus qui ont appris à vivre ensemble d'une manière ou d'une autre. Grâce à des mains de fer. D'une manière ou d'une autre, grâce à des mains de fer, effectivement. Maintenant, pour revenir à la question de l'Irak, moi je me rappelle toujours cette phrase de Dominique de Villepin
au siège de l'ONU quand il disait « il est facile de gagner la guerre, mais il va être beaucoup plus difficile de construire la paix ». Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Effectivement, il était visionnaire quand il l'a dit. Aujourd'hui, et vous l'avez dit dans quand vous avez commencé cette émission, nous avons des enjeux stratégiques, des enjeux géopolitiques extrêmement importants. L'Iran, aujourd'hui, cherche à avoir la main mise sur toute cette région et il y a une résistance de la part d'un autre courant. Et cet autre courant est aujourd'hui soutenu par des pays, par des puissances étrangères. Et donc, c'est un jeu géopolitique, finalement, auquel les peuples se trouvent malheureusement emmêlés. Et c'est ce qui est encore en train de faire du mal à toute cette région, parce qu'à un moment ou à un autre, il faut arrêter. Maintenant, pour revenir quand même à la question du Liban, vous avez parlé des réseaux sociaux, il y a un petit détail, très rapidement. On va venir au Liban, on reste en Irak. On achève le thème de l'Irak. Quelque chose à ajouter? Oui, c'est-à-dire que les manifestants ne s'y trompent pas en Irak, parce que justement le mot d'ordre de l'Iran dehors, sont très présents dans les manifestations. Et aussi l'ingérence claire de... Et ça fait le jeu de qui? Bien, ça fait les jeux de l'Iran, c'est-à-dire... Non, mais quand on dit dehors l'Iran... Dehors l'Iran, parce que il y a les chiites, l'influence sur les sunnites, chiites. Oui, d'accord. En somme, ce que veut l'Irak, c'est de mettre fin à la corruption, et c'est les problèmes économiques, sociaux, et disons... Il faudrait peut-être un jour que toutes les puissances de la région et de l'extra-région laissent les gens de cette région régler leurs problèmes entre eux-mêmes. Avec une identité irakienne qui n'est plus simplement chiite ou sunnite, mais qu'on ait une... C'est la même problématique qu'au Liban. Je ne parle pas de révolte, je parle d'un soulèvement comme dans les pays voisins. C'est un phénomène qui, on l'a dit tout à l'heure, qui maintenant recouvre pratiquement toutes les régions du monde, hein, on l'a dit. Mais ce qui est important, effectivement, c'est le rôle un peu que joue l'Iran dans cette affaire, qui est en train d'affirmer sa puissance, d'autant plus qu'aujourd'hui, à partir de ce matin, il a commencé à enrichir son uranium, violant un petit peu les principes, si vous voulez, de l'accord de 2015, évidemment. L'Iran veut s'affirmer comme puissance. Il a des raisons personnelles, parce que vous savez que ce sont les Irakiens qui approvisionnent l'économie iranienne depuis le blocus, depuis l'embargo. Donc, l'Iran n'a pas intérêt à perdre l'Irak. D'où, si vous voulez, cette présence manifeste, claire, omniprésente dans l'Irak, avec les réseaux, avec même l'influence sur le gouvernement et tout. La majorité sunnite, la majorité, la partie sunnite, qui existe en Irak, elle est absolument immobilisée, terrassée, parce qu'elle ne peut rien faire, elle reste très, très, très prudente. Mais maintenant, on va assister à un renversement géopolitique, peut-être, tout simplement parce que l'Irak... Est-ce qu'il n'y a pas une nostalgie de Saddam Hussein? On le verra peut-être. Moi, je pense que oui. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de nostalgie pour les dictateurs. Il en était un. Il devait avoir une main de fer qui a aidé son pays à créer de la richesse, peut-être, mais je n'ai jamais de nostalgie. Mais à créer une union et à créer un État laïque. Et à forcer cette union. Mais vous avez parlé tout à l'heure de ce qu'il faudrait peut-être faire, laisser les Irakiens décider d'eux-mêmes. J'ai peur que ce ne soit un vœu pieux, parce que ni les Iraniens le veulent, ni les Américains le Laissez-moi faire le naïf de temps en temps. On a tous envie d'être naïfs, mais encore une fois, j'ai peur que ce soit un vœu pieux, parce que l'enjeu est de taille, et l'enjeu, c'est l'approvisionnement du monde en une richesse pétrolière que seule cette région aujourd'hui... Ce n'est qu'un début. On aura à suivre certainement. Les événements. C'est l'opposition de deux systèmes de valeurs. Je reviens quand même au Liban. Oui, c'est là où j'arrive. Est-ce qu'une des leçons à tirer, ce ne serait pas justement de dire que le confessionnalisme et le partage sur la base des confessions, ça ne réussit pas. On a besoin d'une forme de laïcité, ce qui nous ramènera au Liban, qui nous permettra effectivement de résoudre les problèmes sur la base des valeurs et principes de droits humains et de démocratie. C'est exactement
ce qu'on disait tout à l'heure à propos, vous allez me dire que c'est sans rapport du CNDH, c'est le déphasage. Il y a un déphasage entre le code pénal et la Constitution. Il y en a qui vous diront qu'il y a un déphasage entre les propositions du CNDH et la société commune. Mais la Il y a un société, on lui a pas déphasage. donné la parole. Laissez-moi terminer. Et comme on dit, il y a un déphasage, comme vous dites, qu'il y a un déphasage entre la réalité du terrain et de ce que devrait l'être, c'est-à-dire le confessionnalisme. Bon, on sait, tout le monde sait que c'est pas bon. Mais on n'a pas trouvé encore mieux et ça continue Ben, ça explose. à être le levier. Tahir voulait parler de Liban. Non, le Liban, en fait, moi j'ai un coup de gueule que je tiens à exprimer aujourd'hui parce que ce qui me fait beaucoup de mal, c'est de voir dans les réseaux sociaux que ce qui attire le plus, c'est ces images de bel hommes, de belles femmes qui sortent pour parler de cette révolution libanaise, ou cette évolution libanaise. Elle est beaucoup plus profonde que ça, elle est beaucoup plus importante, et j'ai absolument pas envie de la limiter à ces questions que je dirais mesquines. Non, c'est-à-dire il y a des images qui sont effectivement mesquines, j'en ai vu, qui sont même indécrottables, hein, ils sont indécrottables, mais il y a également aussi un côté festif. Oui, qui sort de cette révolution pacifique au Liban, qui se rejet de la classe politique, qui peut peut-être se transformer en rejet d'un système basé sur le confessionnalisme. Et oui. Mais je pense qu'il faut se méfier, même pour ce qui concerne notre pays. On ne peut que, bien sûr, se réjouir d'avoir un pays qui est dans la stabilité, mais je crois que nous devrions aussi tirer les leçons pour ce qui concerne les partis politiques, l'image de plus en plus catastrophique des partis politiques. J'ai envie de vous poser une question. J'ai envie de vous poser une question. Je ne me laissez jamais terminer mes idées assez, Naïm. Je ne me laissais pas terminer mes idées, je le regrette. Ah bon, on comptabilise le temps. Allez-y. Non, je voulais dire simplement que les partis politiques aujourd'hui au Maroc doivent être plus différenciés pour que la population puisse avoir le choix. Parce qu'aujourd'hui, on est tous sur la même longueur. Donc tous les partis politiques, c'est attention, le conservatisme, attention, il ne faut pas bousculer le peuple, attention. C'est-à-dire, on s'aligne sur le plus conservateur des partis politiques, et ça, c'est très, très grave. Parce que ça ne laisse pas de perspective pour la population aujourd'hui, comme celle qui est au Liban ou en Irak. Malheureusement, madame, le conservatisme au Maroc, n'est-ce pas, il s'est imposé en sourdine. Et c'est ça, aujourd'hui, pour secouer le cocotier. Je respecte votre point de vue, mais je pense qu'il faut voir les perspectives de comment changer cette situation. Moi, je suis ouvert au débat. Je crois, c'est Alaoui, qu'il faut aussi qu'un autre courant, plus moderniste, plus évolutionniste, puisse s'exprimer aujourd'hui. Oui. S'exprimer dans le respect de la loi. Et c'est ce que nous essayons de faire au Maroc. Et peut-être un autre vœu pieux, c'est que nos partis politiques puissent porter le lead, ce qui est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Je rejoins Madame Skrali, c'est que beaucoup de partis politiques aujourd'hui sont dans le laisser faire en attendant l'arrivée des élections pour arriver sur... On reste au Liban. Pour moi, le Liban, c'est l'image d'un printemps menacé. Voilà, malheureusement. Et l'Irak, c'est pareil. Parce que l'Irak, ça ne fait que commencer. Les contradictions sont très aiguës. Vous savez, l'analyse marxiste, elle explique tout simplement les choses de cette manière. C'est qu'aujourd'hui, le ras-le-bol est exprimé. Les échos, si vous voulez, de la presse internationale se sont braqués un petit peu sur ce pays aussi. C'est le troisième en quelques semaines qui se soulève, je veux dire, dans la région. Et donc, après la Tunisie, évidemment, l'Algérie surtout. Vous savez, 4 pays arabes maintenant qui sont importants et qui sont absolument marqués au sceau, si vous voulez, de la révolte sociale. Et des jeunes surtout. C'est ça le plus important, le plus significatif. C'est que ce sont des générations de jeunes. Ce n'est pas seulement une révolte sociale. C'est une révolte politique, parce qu'on n'est plus dans les revendications. Bien sûr, il y a la revendication sociale. Mais derrière la revendication sociale, il y a la revendication politique. Et il y a la revendication du changement de régime et de système. Tout à fait. Et le quant à soi aussi, parce que ces gens vous disent simplement, moi je veux être bien, comme vous dit madame, je veux être bien, donc je ne peux pas accepter. Et puis c'est les mots qui reviennent, corrupteurs, toute la classe politique est corrompue, n'est-ce pas? Mais la Tunisie, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien, mais enfin, ils ont eu une élection et un président. Pour la Tunisie. L'avenir nous le dira.
Et ça, ce n'est pas encore fini, la Tunisie. Oui, nulle part, ce n'est encore fini. L'Algérie, c'est encore, vous savez, on va voir l'échéance de l'élection présidentielle. Alors, quelqu'un peut-il imaginer aujourd'hui un Liban non confessionnel? Et comment? Impossible. Écoutez, Mais pourquoi, s'il vous plaît, pourquoi devons-nous absolument Vous savez mêler que la la Banque confession mondiale a été volée au secours du régime. Mais pourquoi devons-nous Il absolument a raison, parce mêler que la confession c'est la base politique structurelle du Liban. À un moment ou à un autre, c'est vrai. C'est la base structurelle du Liban, c'est le confessionnalisme. C'est vrai que c'est beaucoup plus confirmé au Liban qu'ailleurs, Oui. mais les Libanais sont des gens extrêmement cultivés, extrêmement bien éduqués, qui sauront faire la différence. Et ça fait partie de l'évolution de leur société, ça fait partie de l'évolution du Et depuis monde. l'indépendance du Liban, ils n'ont pas su faire la différence. Voilà. Ils ont eu plusieurs guerres civiles. Ils en sont que peut-être ils ont au beaucoup début souffert. d'une autre C'est guerre un civile pays qui extraordinaire, le Liban. C'est un élément. Je voulais Oui, allez-y, dire mon place. point de vue. Le Liban, c'est un pays extraordinaire et je crois que ce qui peut le faire sortir de cette impasse, c'est justement de s'appuyer sur des valeurs et non pas simplement s'appuyer sur le confessionnalisme. Vous dites ça comme si Il y a c'était- l'identité comme si libanaise. vous dites ça comme si vous allez chez le tailleur pour faire un costume. Voilà, super taillé. Il Ben, on s'agit- essaye de voir quelles sont les perspectives. Madame, vous Moi, je oubliez dis la que composante le du multiconfessionnalisme, chiisme. La composante chiite au ben, Liban, justement, on elle en est- a assez d'être Voilà. défini par la religion. Eh ben, qu'est-ce que vous Il faut pouvez qu'on faire soit quoi défini par des valeurs qui sont de l'ensemble Oui. des Libanais. Vous- Parce que vous les avez- Libanais c'est disent un nous sommes- chiisme. On est nous d'accord. sommes sa Libanais. source Avant en Iran. d'être chiistes. La question Donc, est on très parle simple. d'enjeux politiques La iraniens. question est très simple. Je sais que la réponse est beaucoup moins simple. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire. Ou ce qui ne doit plus être. Exactement. On le sait. Voilà, mais mais c'est- comment y arriver? Voilà ce que Posez la j'essaie de question, sonder mais vos quand on essaie intelligences. de Moi, je donner, dis qu'on n'y une arrivera piste, pas. On n'y arrivera pas. Il y a la Désespoir total. composante chiite et le chiisme libanais, il tient sa source à Téhéran, n'est-ce pas? Et pour l'instant. Et donc, ils resteront inscrits. la D'ailleurs, géopolitique, Darroumi, elle- dont je vous ai elle- parlé tout à l'heure, il disait qu'il suffit qu'on siffle à Pékin pour que ça se répercute au Liban, qu'on siffle à Washington pour que ça, et que ça siffle à Téhéran pour que ça se répercute C'est au ça. Liban. Et toute la complexité du Liban est là. Ce n'est pas seulement le multiconfessionnalisme, mais les interférences. D'ailleurs, il y a un livre, moi je le dis toujours, que je recommande aux gens de lire, c'est Naufrage des civilisations de Amin Maalouf. Ouais. Amin Maalouf est un concours, il est membre de l'Académie, c'est un Libanais, il parle de ce Liban. Si vous voulez connaître la réalité du Liban, c'est bien dans cet ouvrage, et également du monde arabe, parce que c'est une rétrospective nostalgique du temps de l'Égypte, quand l'Égypte était le phare du monde arabe, le phare de l'ouverture. C'est Était, oui, incroyable. le phare de l'ouverture. Et pourquoi il a dépéri? Il parle quand le Liban s'est situé à ce phare, et puis comment il en a payé le prix. Donc c'est un problème très complexe, et ce n'est pas aussi évident. Oui, c'est à elle. Non, moi je m'inscris en faux par rapport à ce que disait Si Alaoui, si vous permettez. C'est juste pour dire que je veux bien croire en l'intelligence de ce peuple libanais. Je veux bien croire en sa capacité de se libérer de ce fardeau chiite que l'Iran essaie d'imposer, que l'Iran essaie d'imposer à toute cette région. Parce que, et lorsqu'on regarde cette histoire, on ne la regarde pas en quelques semaines ou en quelques mois. C'est avec beaucoup plus de temps qu'il va falloir regarder cette histoire. Le Liban est un pays qui a vécu une guerre civile très meurtrière, très difficile, qu'il continue à ce jour de vivre avec beaucoup de dureté, je dirais. Et ils ne peuvent pas aujourd'hui revenir sur les mêmes causes et les mêmes conséquences quand engendrer cette guerre civile libanaise. Donc oui, aujourd'hui, c'est un premier soulèvement contre l'hégémonie, contre Une classe politique, qu'elle soit contre maronite. une classe politique, contre Hezbollah qui essaie d'imposer cette vision iranienne. Au début, Elle est on festive, a cru que le effectivement. Hezbollah était contesté. Mais ça a l'air de se calmer. Ils ont l'air Il de a se compris. replier sur eux-mêmes. Et Il a compris, Hezbollah aussi a compris Oui, Hezbollah qu'il ne veut- pouvait pas être Hassan, contre ce Hezbollah courant. veut le statu quo, paradoxalement. On termine Il veut le avec statu Hassan. quo, et donc, il maintient le statu quo parce que tout simplement, c'est une carte politique qui l'arrange.
En attendant des jours meilleurs. Hezbollah. Et tout ça, les systèmes, qu'ils soient politiques ou religieux, c'est eux qui dominent la vie au Liban. Vous allez voir. Je dirais que politique et religion ne font pas bon ménage. Voilà. Et Ça, qu'on c'est sûr. ferait bien mieux de pouvoir se baser encore une fois sur des valeurs et des principes et non pas sur l'appartenance religieuse. Voilà. Le Liban Merci et pour l'Irak le votre méritent. passion. Merci pour vos débats, pour vos idées. À la semaine prochaine, Inch'Allah.